Réduire l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement est toujours un défi pour les scientifiques. Les nouveaux modèles qui permettent d'encourager une agriculture durable doivent désormais tenir compte de la vie dans les sols. Le sol héberge le plus gros réservoir de biodiversité de la planète. On y trouve une faune souvent invisible à l'œil nu, ainsi que des bactéries et champignons. Des organismes mal connus qui pourtant participent à la fabrication du sol et assurent sa vitalité. Il y a un très beau sol, là. Lydia et Claude Bourguignon observent la faune souterraine depuis plusieurs années. Ça fait partie des parcelles que tu aimes bien. Ça fait partie des parcelles qui sont à découvrir. Sur ce terrain viticole, leur laboratoire va déterminer le nombre et la diversité de la faune présente. Elle a un parfum magnifique, cette terre. Ce sont des actinomycètes qui produisent une substance qu'on appelle la géosmine. Donc géo à la terre et smine, le parfum de la terre. Quand une terre qui sent bon, pour nous, c'est tout de suite un très très bon signe. C'est qu'il y a une activité. On sait que s'il y a des actinomycètes, il y aura une activité biologique. On va pouvoir la mesurer au laboratoire. Le comptage s'effectue au laboratoire grâce à la technique du berlaise, qui consiste à faire sécher la terre pendant plusieurs jours afin de faire tomber les organismes au fond de ces grands entonnoirs. Ils sont dessous, s'il faut que je... La faune, qui apparaît au microscope, est très structurée. Elle se charge de détruire la matière organique tout en favorisant l'aération du sol. En surface, on parle de la faune épigée, épi qui veut dire au-dessus. On parle de colamboles. Alors les colamboles, ils vont manger les parties très très fines, l'herbe, les parties tendres de la végétation. Les acariens vont se nourrir plus des nervures, des choses un peu plus dures. Et puis après, on a les micro-arthropodes, c'est-à-dire on va parler du mille-pattes. Et ça, ils vont manger des choses encore de plus en plus dures. En profondeur, à ce moment-là, on a une faune endogée à l'intérieur qui, elle aussi, a exactement les mêmes noms, colamboles, acariens. Donc cette faune-là mange les racines en profondeur. Et donc elle est vraiment très, très souterraine. Bon, on peut en trouver à 50 cm, mais on peut en trouver beaucoup plus loin, à 1 mètre. Ça, c'est une faune qui est très, très peu connue parce qu'il faut aller aller la chercher. Et puis on a une autre faune qui fait le lien, c'est les vers de terre. Et eux vont brasser le sol et vont générer du sol parce qu'en profondeur, ils vont aller récupérer les argiles. En surface, on a la matière organique et à l'intérieur de leur estomac, ils ont une glande qui va permettre, en brassant, de faire ce qu'on appelle le complexe argilo-humique qu'est la terre. Présente par millions au mètre carré, la faune n'est pourtant qu'une partie de la biodiversité souterraine. À ses côtés vivent des micro-organismes, composés de bactéries et champignons, dont l'importance est encore plus grande. Ils sont maintenant minutieusement observés par l'unité d'agroécologie de l'INRA Dijon. Ce sont eux, principalement, qui vont dégrader la matière organique du sol en matière minérale. Et donc, si on n'a pas cette dégradation de matière organique en matière minérale, on n'a pas de fertilité biologique dans le sol, puisque les plantes, elles, ne sont capables que de se nourrir à partir d'éléments minéraux. Et donc, s'il n'y a pas de cette dégradation de matière organique en matière minérale, il n'y a pas de fertilité biologique, il y a une accumulation de la matière organique dans le sol, le système s'eutrophise, s'acidifie, s'asphyxie, et le système meurt. Donc, les micro-organismes, c'est comme dans notre tube digestif. Si on les élimine, c'est eux qui font notre digestion. Si on les élimine, on ne digère pas et donc au bout d'un moment on meurt. Et ben c'est pareil pour un sol. C'est un réacteur biologique avec des micro-organismes qui le font tourner. Pour mieux connaître l'activité de ces micro-organismes, l'unité s'est dotée d'une plateforme unique, Génosol, qui analyse les sols sur l'ensemble du territoire. Au cœur de ce dispositif, un conservatoire de plus de 8000 échantillons de sol. On a développé des techniques de biologie moléculaire où on n'étudie plus les individus que l'on met en culture, mais on étudie leurs séquences génétiques, leurs marqueurs génétiques, et donc on extrait l'ADN du sol, généralement de 1 gramme de sol. Après, à partir de cet ADN, on va utiliser des outils de génotypage, de PCR, de séquençage, pour aborder l'abondance et la diversité des micro-organismes du sol, et ainsi faire une évaluation de cette biologie du sol par rapport aux pratiques agricoles ou aux modes d'utilisation un peu plus général. Le sol est un milieu fragile. Les pratiques agricoles intensives peuvent être néfastes pour la faune ou pour la population microbienne. Une terre pauvre en faune et en microbes accélère la sécheresse, peut parfois favoriser l'érosion
et demandent l'ajout d'engrais pour aider à la croissance des cultures. On cherche donc aujourd'hui à orienter les agriculteurs vers des systèmes innovants qui préservent la vie dans les sols tout en conservant les rendements. Si on parle du travail du sol, on sait qu'un travail du sol un peu agressif va fortement baisser la biologie du sol en termes d'abondance et de diversité des micro-organismes et va même dans certains cas favoriser l'implantation de pathogènes parce qu'on va baisser la biodiversité d'un sol par exemple avec un labour assez agressif, libérer des niches et ces niches vont être recolonisées par des organismes opportunistes qui sont souvent des pathogènes, alors humains, animaux, végétaux et donc on va avoir aussi une qualité de la biodiversité qui va être relativement délétère par rapport à ce qu'on veut faire du sol par la suite. Pour remplacer le labour, on parle de plus en plus du semis direct. C'est une technique qui consiste à planter une culture intermédiaire entre la moisson et le prochain semis. Ça consiste de moissonner très haut, on laisse les pailles debout, et tout de suite derrière la moissonneuse-batteuse, on prend un semoir et on sème, ce qu'on appelle les semoirs de semis direct, ces semoirs qui n'ont pas besoin qu'on laboure la terre pour pouvoir semer, ces semoirs à disque, et on écrase les pailles avec un rouleau et on sème directement un mélange de plantes, et on va semer la culture d'automne, par exemple un blé d'automne, directement dans cette végétation écrasée au rouleau. Cette végétation va mourir avec le gel et le blé va pousser au travers du muscle. Donc le principe c'est utiliser ces plantes, au lieu de laisser le sol nu avec le lessivage et tous les éléments qui sont entraînés vers les nappes, on fait pomper tous ces éléments que la culture n'a pas pris par ces plantes de couverture et du coup on les remonte en surface, on nourrit la faune et on fait en sorte qu'il n'y ait plus jamais rien qui parte. On lutte contre la dégradation physique et chimique du sol et on relance le système biologique, donc on a des sols qui ne polluent plus. On arrive à faire une agriculture absolument non polluante. De plus en plus d'agriculteurs ont arrêté de labourer leur sol. Un changement qui demande toutefois une connaissance très pointue des plantes à utiliser pour remplacer le labour. Un avenir où se mêlent science et agriculture est en train de naître. Car aujourd'hui, il est clair que sans la connaissance des processus microbiologiques du sol, on ne peut pas cultiver de manière durable.